Nous reprenons cette émission un peu censurée par une coupure de courant à TFM. Mais, Monsieur le ministre, nous allons donner encore la parole au public. Monsieur Sissoko, par exemple, du syndicat des pétroliers, qui va poser certainement une question à Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le directeur du groupe Futur Média. Bonjour, Monsieur le ministre. Merci au lendemain donc, de votre nomination d'avoir fait tout le secteur du pétrole et du gaz, communément appelé le sous-secteur des hydrocarbures. Mais depuis lors, c'est vrai, il est vrai que vous avez peut-être hérité d'un passif et d'un actif. Aujourd'hui, nous, en tant que travailleurs du secteur globalement, nous constatons des problèmes qui jusqu'à présent sont récurrents, latents, qui ne sont pas réglés. La raffinerie, qui est en fait la mère du secteur aujourd'hui, connaît d'énormes problèmes. Parce que le mécanisme aujourd'hui, SAR, Sénélec FSE, connaît des problèmes de recouvrement de trésorerie, fait connaître à la SAR des problèmes de trésorerie. Je dis que vous savez que la SAR est confrontée à d'énormes problèmes de trésorerie et de fonctionnement pour quand même répondre à l'esprit d'approvisionnement du pays en termes de produits pétroliers. Donc nous, en tant qu'aujourd'hui ministre du secteur, qu'est-ce que vous faites? Vous avez décidé de faire du moins pour que ces problèmes soient réglés définitivement. Parce que vous savez qu'au-delà de l'aspect peut-être hydrocarbure, il y a surtout le gaz aujourd'hui. Bon, il est vrai qu'il y a un butanier déjà qui a fait 10 jours de plancher. Aujourd'hui, c'est des surestaries que supporte la SAR, donc qui confrontent la SAR à sa trésorerie. Donc globalement, dans le cadre du dialogue social aussi, vous avez en fait, il y a eu des accords qui ont été signés avec l'ancien régime, qui aujourd'hui, jusqu'à présent, n'ont pas connu de solution. Pour ne pas peut-être perturber l'esprit du climat dialogue social dans le secteur. Les travailleurs vraiment ont hâte de vous voir intervenir pour que toutes ces questions-là soient réglées. Très bien. Voilà en gros ce que je tenais à vous poser. Merci, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur Sissoko. Après, on donnera la parole à Imam Youssouf Sarr et à tous les autres qui veulent prendre la parole, ainsi qu'à nos chers étudiants. Monsieur le ministre, d'abord, sur la dimension problème au niveau du secteur pétrolier. Mais laissez-moi d'abord répondre à la question que vous avez posée tantôt en disant à quand la fin des délestages. Je vous avais dit que quand nous sommes venus, nous avons fait un diagnostic et nous sommes en train de trouver des solutions dans le sous-secteur de l'électricité. Déjà, au niveau de la production, nous avons arrêté notre schéma de production, l'État du Sénégal avec les privés, jusqu'en 2017. Vous nous avez vu, d'abord, dans le domaine du charbon, finaliser le contrat, certes un contrat qu'on avait trouvé ici, avec l'ancien régime, mais au moment où on venait d'arriver, le prix du kilowattheure était négocié jusqu'à 87 francs CFA pour du charbon. Nous avons discuté avec KEPCO, ça a duré 1 an. Nous avons finalement abouti à un prix de 69 francs CFA, le kilowattheure. C'est vrai, c'est 1 an de négociation. Mais à l'arrivée, c'est 35 milliards d'économies. Parce qu'on disait tantôt qu'il faut faire des solutions durables. 35 milliards d'économies par an. Si vous regardez à l'horizon de cette concession qui fera à peu près 25 ans, c'est plus de 875 milliards de francs CFA économisés. Donc ça, c'est la production. En plus du charbon, vous avez vu, lors de la rencontre que M. le Président a effectuée aux États-Unis, au Qatar, il a été principalement question de l'achat de gaz liquéfié. Parce que, comme je vous l'ai dit, nous avons fait notre orientation sur la production d'électricité à partir du LNG. Le Qatar va nous fournir du gaz liquéfié. Le Qatar est d'accord de nous vendre. Parce que nous n'étions pas partis pour commander du gaz. Nous voulons stabiliser un contrat d'achat de gaz à moyen et long terme. Le temps qu'on trouve du gaz suffisant dans notre sous-sol. Les Qataris sont très enthousiastes à d'abord nous vendre du gaz, mais même à investir dans la production d'électricité. Mais à quel prix? Il sera un prix aujourd'hui, même si on nous vend le gaz au prix le plus cher actuel, il est plus compétitif que ce que nous sommes en train de voir. Et quand nous achetons à terme, c'est pour avoir moins cher. Aujourd'hui. On verra. Même si on nous vendait le gaz au prix le plus cher, donc au prix du marché, le coût de l'électricité, de production, sera moins cher que ce que nous sommes en train de vivre. Transition toute trouvée à côté du gaz, le pétrole pour répondre à l'interpellation. Le pétrole pour répondre à M. Sissoko. Ouais. La raffinerie traverse beaucoup de difficultés. Mais malheureusement, c'est également un héritage. Vous savez ce qui s'est passé quand la raffinerie était à l'arrêt pendant un certain temps,
on avait appelé, en tout cas, le groupe saoudi qui était censé venir résoudre les problèmes. Eux, ils le savent. Mais quand Saoudi est venu, en tout cas au moment où je parle, on ne m'a pas encore pointé du doigt un seul investissement. J'ai dit du groupe saoudi. Ah oui? Un seul investissement. Saoudi est venu au niveau de la SAR à remplacer une partie de Petrosen. Donc dans cette transaction, s'il y a quelqu'un qui a gagné de l'argent, à la limite c'est Petrosen. Parce que c'est des actions de Petrosen que le groupe saoudi a achetées. En achetant ces actions, la suite c'était, quand on parle d'un partenaire stratégique, c'est qu'il amène une expertise, qu'il amène des investissements. Qu'allez-vous faire vis-à-vis de Saoudi qui n'a pas investi un franc pour vous reprendre? Je vais y arriver. Quand Quand on est venu, on a regardé Oui. ce dossier. Oui. J'ai appelé moi-même Saoudi. J'ai demandé qu'est-ce qui est à l'origine du non-investissement, parce que c'est comme ça que je peux l'appeler. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Ils étaient sur un programme pour faire une raffinerie de 3 millions de tonnes. À un moment donné, verbalement, les autorités leur avaient demandé de faire 5 millions de tonnes. Comme ça. Donc pendant des années. Et pendant cette période, le contribuable sénégalais, et c'était dans les contrats, dans le pacte d'actionnaires, contribuait pour chaque produit acheté. Donc nous, en fait, en quelque sorte, c'est quoi? Ça dit que nous sommes maintenant 3 actionnaires au niveau de la SAR, et il n'y a que l'État du Sénégal qui, par différents mécanismes, maintient artificiellement la SAR. Le syndicaliste le sait. Normalement, selon toutes les règles de fonctionnement correct d'une entreprise, la SAR devait aujourd'hui être fermée. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez fermer la SAR? Non, j'ai dit normalement elle Oui, devait fermer. oui. Donc il n'y a que l'État Oui. qui, d'une année à l'autre, Oui. met des milliards. Qu'allez-vous faire vis-à-vis de Saoudi? Non, ce qu'on va faire, aujourd'hui Saoudi est un actionnaire. Nous avons un pacte d'actionnaires, nous avons des dispositions qui ne sont pas du tout respectées à notre avis. Nous allons déjà, parce qu'on a déjà fait l'évaluation, vous avez entendu lors d'un dernier conseil des ministres, le président nous a donné instruction, on a mis en place le comité pour réfléchir sur l'avenir de la SAR. Vous avez même entendu les cadres de la SAR se réunir eux-mêmes, ils sont conscients du risque que leur entreprise est en train de courir ces derniers jours, parce qu'il y a effectivement beaucoup de problèmes. Et une raffinerie, ce n'est pas de la blague. C'est quand même des choses assez sérieuses. Et ce manque à gagner, ce préjudice subi-là, il est estimé à combien? J'imagine des milliards encore? Non, j'ai dit... En tout cas, un retard d'investissement. Il y a un gap là qui est là à combler. Ça va être difficile pour le moment même à estimer. Ce que je pourrais seulement donner, je donne juste un chiffre. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la Sénélec, de ce que ça nous coûte, mais la SAR ne nous coûte pas moins de 40 milliards par an, actuellement. Et Toutes là, ces 3 dernières années, y compris 2013, d'ailleurs, ils attendent. Normalement, la SAR attend peut-être 46 milliards. Et ce que j'ai, c'est des chiffres que la SAR même me donne de l'État. En tant qu'État, vous allez attaquer l'un de ces partenaires-là, Saoudi? Non, on ne va pas attaquer le partenaire. On a quand même un contrat qui était signé. Parce que c'est l'État du Sénégal qui avait... Mais le contrat n'est pas respecté, si on vous suit. Non, eux, ils ont respecté ce qu'ils leur avaient dit. Parce qu'on leur avait dit, à un moment donné, nous voulons une raffinerie qui fait 3,5 millions de tonnes, ensuite une raffinerie qui fait 5 millions de tonnes. Donc je considère que c'est des dispositions qui étaient prises par l'ancien régime. Nous, aujourd'hui, on leur a dit de se contenter à ce qui était écrit. Aujourd'hui, ils ont donné des documents, nous sommes en train de regarder la faisabilité. Parce que quand on leur avait demandé de regarder ce dossier, et de se limiter à ce qui est contractuel, ils nous ont refait le plan, a été soumis au conseil d'administration. Le conseil d'administration a donné son avis. Ils nous ont saisis pour voir est-ce qu'ils doivent continuer l'activité. Nous allons mettre en place le comité pour réfléchir sur l'avenir de la SAR. Parce que c'est également une question aujourd'hui importante qui se pose. Il vous demande d'intervenir pour ce qui concerne le climat social en tant que ministre? Eux, ils savent qu'on est dessus. D'ailleurs, ça tombe peut-être comme par hasard. C'est aujourd'hui que j'ai reçu, en tout cas, la lettre du ministre de la fonction publique. Parce que quand même, c'est vrai, ils dépendent de nous, mais il y a certains aspects du syndicalisme que le ministère de la fonction publique gère. Donc, il y a eu en tout cas à regarder le pacte qu'ils avaient signé, tout ce qui a été fait. Mais j'avoue quand même qu'à ce niveau, je suis tout à fait d'accord avec lui sur son apport. Je sais que les syndicalistes de la SAR
sont des syndicalistes très responsables. En tout cas, sur beaucoup de points, ils sont très ouverts à la discussion. On discute de beaucoup de choses parce qu'également, ils sont conscients des difficultés que la SAR est en train de vivre. Très bien. On retourne au public avec Imam Youssouf Sarr et on donnera la parole à celui qui voudra la prendre. Je précise qu'à la fin de cette émission, nous aurons l'honneur et le plaisir de recevoir deux de nos confrères, Mohamed Gueye du Quotidien et Malik Ndaw de Sud Quotidien. Imam Youssouf Sarr. Donc, Monsieur le ministre, d'abord, nous allons noter une satisfaction, c'est de vous avoir sur le plateau en tant que représentant de l'État pour la qualité et le niveau de la communication. Parce que c'est très important, parce que la Sénélec, par exemple, est un délégataire du service public de l'électricité, alors que le délégant, c'est bien l'État. Donc, vous êtes à même de répondre à pratiquement toutes les questions concernant la politique énergétique du Sénégal. Je vous en remercie. Donc, moi, je vais très rapidement... Il y a deux séries de questions que j'avais préparées, mais je vais m'attarder sur la série stratégique, c'est-à-dire des questions stratégiques à court terme ou à très court terme. Monsieur le Président de la République a récemment déclaré, effectivement, comme vous l'avez dit, qu'il faut changer la donne par rapport à réorienter en tout cas vers autre que le fuel, le gaz, pour aller vers le solaire, vers le charbon, etc. Alors, donc, nous avons vu, il y a un début, en tout cas sur le papier, il y a un début d'exécution. Mais nous savons, Monsieur le ministre, que ces projets, nous ne les attendons pas d'ici à 2 ans et demi, 3 ans, par rapport aux retombées positives pour les populations. Mais d'ici là, nous voulions savoir la stratégie, en tout cas les mesures qui vont être prises d'ici là pour quand même garantir aux populations une production acceptable de l'électricité. Acceptable de l'électricité. Ça, c'est un point. Et la baisse du prix de l'électricité, ça ne vous intéresse pas? Je vais y revenir. On y est déjà. La parole à Monsieur le ministre pour qu'il réponde. Je garde la parole. Allez-y, rapidement. Non, j'ai encore... Oui. C'est-à-dire il y a ce problème de baisse du prix de l'électricité. Nous ne disons pas la baisse du prix de l'électricité. Nous disons tout simplement qu'il faut de la transparence dans la facturation. Nous exigeons et nous continuons d'exiger, Monsieur le ministre, à ce que vous réunissiez autour de vous la Sénélec, les consommateurs, vos collègues du ministère du Commerce, du ministère de l'Intérieur, du ministère du Commerce, et ensuite les métrologues indépendants pour quand même parler de ce problème de comptage qui nous pose problème et qui pollue en tout cas l'atmosphère, en tout cas qui ne rend pas facile la confiance entre les abonnés et la Sénélec. Donc ça, c'est un problème de fond parce que le prix de l'électricité, nous sommes objectivement, nous pensons effectivement que c'est maintenu et que ce sera maintenu pour le temps d'avoir les résultats que vous escomptez. Nous sommes d'accord. Merci Imam Youssouf Sarr. Malheureusement, on a des contraintes de temps parce que nous allons aussi aborder la dimension mine de ce département ministériel de M. le ministre Aly Ngouille Ndiaye. D'abord, commençons par une production, il dit, acceptable de l'électricité. Ce n'est pas quand même trop vous demander. Mais je suis d'accord avec Imam Sarr, que je salue au passage. Nous n'avons pas dit que nous allons attendre 2017 pour régler les problèmes. Nous avons déjà mis en œuvre un plan d'action et les contrats que nous sommes en train de signer font également partie de ce plan d'action. Ce que nous envisageons déjà, c'est au niveau du solaire, c'est d'avoir nos premiers mégawatts dans le réseau avant fin décembre, déjà sur le solaire. Parce que nous avons aujourd'hui des propositions très intéressantes de production au solaire. C'est vrai, quand on prend sur le charbon, ça va prendre du temps, mais sur le gaz, ça ne prend pas autant de temps déjà. Parce que quand même, c'est vrai que peut-être avoir une centrale au gaz en tant que telle, ce n'est pas compliqué, mais c'est peut-être avoir l'unité qui permet de regazifier, de stocker, qui prend peut-être un peu de temps. Mais nous pensons déjà que cette production au gaz
devrait en tout cas venir au Sénégal en 2014-2015, fin 2014, début 2015. Donc ça, en tout cas, c'est nos projections aujourd'hui. C'est vrai que le charbon, ça va prendre du temps, mais d'ici là également, nous avons quand même d'autres puissances qui vont venir. Et puis de toute façon, vous savez, une société de production a toujours les possibilités de faire de la location quand on s'y prend en temps, parce que quand même, d'ici que ces unités soient en place, la Senelec également continuera à louer. Elle peut peut-être maintenant ne pas louer du diesel oil, mais louer des puissances au fioul lourd. Donc, on est obligé de faire ça parce que c'est de la production, ce n'est pas des choses que nous inventons. Ça, c'est dans le domaine de la production. Nous avons également, parce que ce que nous visons, comme j'ai dit, c'est réduire les coûts. Vous savez, aujourd'hui, nous avons des centres éloignés de production. Ziguinchor, Tamba, Kolda. Mais dans tous ces centres-là, nous produisons de l'électricité à un coût excessivement cher parce que nous amenons le fioul jusque là-bas. Quand nous regardons déjà les 240 gigawattheures consommés dans cette partie du pays, quand vous regardez le prix du kilowattheure qui est produit dans le réseau interconnecté, qui fait 83 francs dans le premier trimestre 2013, au moment où, dans le réseau non interconnecté, il varie entre 133 et 158 francs. Vous voyez la différence? L'électricité que nous produisons dans ce que nous appelons réseau interconnecté et ce que nous produisons à Ziguinchor, alors que si on a un réseau, on peut le faire. Ça fait presque... Le faire tout de suite, c'est l'équivalent d'une économie de 15 milliards. C'est aussi une baisse du prix de l'électricité. Imam Justement, n'est pas allé jusque-là, mais il parle de transparence dans la facturation. Mais avant d'abord de baisser, avant de baisser le coût aux consommateurs, oui. Parce que nous savons tous que Senelec aujourd'hui a des difficultés, il faut d'abord baisser le coût de production. Oui, et ça fait mais le consommateur aussi veut avoir de l'électricité à suffisance et à moindre prix. Mais je suis d'accord. Mais aujourd'hui d'abord... Quand est-ce que ce sera possible? La première chose que je dois d'abord régler, c'est l'électricité à suffisance. Le prix, c'est après parce que ça vient avec. Ça, il faut qu'on soit très clair. Transparence dans la facturation. Je suis parfaitement... Autrement dit, ce n'est pas transparent. C'est son avis. Ce n'est pas l'avis de Senelec. Donc aujourd'hui, moi j'ai été interpellé par l'imam Sarr. C'est l'avis de Senelec qui emporte votre adhésion? Non, pas forcément. Je dis c'est l'avis de l'imam Sarr. Pour lui et les consommateurs, en tout cas certains consommateurs, il y a des problèmes de transparence. Pour la Senelec, il n'y a pas de problème de transparence. Nous avons demandé à la CRSE de faire un travail qui est actuellement en train d'être mené sur le terrain et nous attendons les résultats. Il sera associé. Vous savez, nous n'avons pas pour objectif de tromper le peuple, mais de lui dire la vérité. Et je ne vois pas, parce qu'au niveau de la Senelec, les compteurs qu'on vous donne chez vous, chez moi, ne sont pas triés à la tête du client. Alors, juste une question avant de demander aux représentants de Sutelec de se préparer. C'est la déclaration récente de l'ancien président du conseil d'administration de la Senelec, M. Cheikh Tidiane Mbaye, qui a été aussi directeur général de Sonatel, qui dit si nous assistons à des problèmes de distribution d'électricité parce qu'il y a eu une renationalisation de Senelec avec l'État du Sénégal, le gouvernement du Sénégal au tout début des années 2000, qui a repris à Elio Hydro-Québec la Senelec qui lui avait été vendue. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Il peut avoir raison, mais moi je ne regarde pas le rétroviseur. Ça c'est en 2000. Je considère aujourd'hui nous avons hérité d'une situation que j'ai bien appréciée. Moi je me tourne vers 2017. Oui, sauf que la question est intéressante ici. Est-ce qu'il faut privatiser Senelec? Ce n'est pas forcément la solution. Ce n'est pas votre option? Non, nous avons opté, et de manière très claire, le président de la République l'a déclaré, de séparer dans la Senelec les aspects production et les aspects transport et distribution. Nous sommes dans ce schéma. La commission de restructuration qui a été déjà mise en place et qui commence à travailler, qui en a sa 4e réunion, est en train de travailler dans ça. Nous travaillons pour que Senelec, l'entité transport, distribution, soit une entité publique. La production, aujourd'hui, elle est aux mains des privés et la Senelec achètera de l'électricité. Un peu le modèle dans le domaine de l'eau. Voilà. Après. Sutelec, un représentant de Sutelec est là? Oui. La parole est à vous. Monsieur le ministre, j'ai quelques questions à vous poser. C'est qui? Concernant la réduction donc, de la subvention à l'électricité,
prix de l'électricité de 40 milliards environ à la Sénélec et fixer donc le prix, donc et obliger la Sénélec de ne pas augmenter le prix du kilowattheure. Et on sait que notre recouvrement, c'est-à-dire nos ventes, si on parvient à les recouvrer journalièrement, donc on a 500 millions de francs par jour. Et que seule la charge de combustible fait 600 000 francs, donc 600 millions par jour. Donc ça nous fait donc un gap de 100 millions de francs. Comment donc avez-vous pensé qu'en réduisant donc la subvention qu'on dit subventionner la Sénélec, alors que c'est nous que vous subventionnez, nous les populations, nous les consommateurs, vous me donnez l'occasion de dire aux gens, à la population du Sénégal, que nous, travailleurs de Sénélec, nous sommes encore, donc, des clients comme eux, nous sommes des abonnés et nous continuons à l'être. Donc, vous subventionnez le kilowattheure, ce n'est pas Sénélec que vous subventionnez, à mon sens. Vous subventionnez votre population et ça, on vous en remercie. Maintenant, comment se fait-il que la subvention soit réduite de 40 milliards l'année, vous fixez les prix et demandez à Sénélec d'être performante? Vraiment, ça, c'est une question pour moi. Deuxièmement, ça concerne la fraude. Nous avons constaté, nous, au niveau de Sénélec et au niveau de l'autorité, que la fraude nous fait 20 milliards de francs annuellement. Il y avait un projet de pénalisation de la fraude. Parce qu'aujourd'hui, tenez-vous bien, si la Sénélec surprend un abonné en train de frauder, il n'a pas le droit de lui couper le courant. Et est-ce que Sénélec, à chaque compteur, peut mettre un agent, un gardien pour contrôler est-ce que le courant est compté ou non? Deuxièmement, où est-ce que vous en êtes avec donc, le projet de comptage? C'est-à-dire, avant vous, il y a une direction qui avait commencé à travailler sur un plan qu'on appelle le record. En résumé, ça permettait en fait de compter tous les courants, la quantité de l'électricité qui rentre dans les postes et qui en ressort. Ça nous permet au bout du compte de voir est-ce que toute la quantité qui a été entrée dans le poste est sortie. Et si c'est sorti, est-ce que c'est facturé? Donc ça allait nous permettre donc, de voir de plus près donc, le problème de la fraude. Troisièmement, vous parlez de, et nous sommes d'accord avec vous, la diversification des sources d'énergie. Vous pensez à mettre en place des centrales à charbon. Et notre inquiétude, nous, agents Sénélec, si donc la puissance prévue à Sendou fait 250 MW, presque le tiers de notre puissance installée. Et si ces centrales-là seront en marche, que deviendront donc les travailleurs de Sénélec? Est-ce qu'il y aura un programme de redéploiement? Est-ce qu'il y a un volet formation pour accompagner ces nouvelles installations? Est-ce qu'il y aura des déflations? Voilà, c'est ça. Voilà. Merci. Monsieur le ministre, très rapidement, sur les questions soulevées, il y a d'abord la question de la fraude. Il ne s'est pas présenté. Oui. Voilà, c'est M. Djibril Sall, je représente le syndicat unique des travailleurs de l'électricité. Très bien, merci. La question de la subvention et la demande de performance qui est faite à Sénélec, la fraude, mais aussi le problème de Sendou avec des risques de je vais essayer de répondre à ces questions. Je demande à mes confrères, Mohamed Gueye et Malik Ndaw, de se préparer et de s'installer pour nous. J'ai dit je vais essayer de répondre, oui. Mais c'était à lui de répondre à ces questions qu'il a posées lui-même. Pourquoi? Nous avons aujourd'hui, la Sénélec produit l'électricité pour l'essentiel. Il y a peut-être quelques indépendants quand je prends la date d'aujourd'hui. Nous sommes tous conscients que ce n'est pas possible de continuer de donner à la Sénélec, comme je l'ai dit, c'est vrai, il n'était pas là au tout début, 160 milliards, il a même dit 120, c'est plus que ça. Parce qu'il y a la TVA qu'on ne paye pas, il y a beaucoup de choses qu'on ne paye pas. Donc si je prends uniquement ce qu'on vous donne, qui est réel, qui est effectif, l'année dernière c'était 120. Ce que vous ne payez pas, si on l'ajoute, c'est 160 milliards. Nous tous, la Sénélec produit pour nous tous, et nous savons que ce n'est pas possible. Nous devons ensemble trouver des solutions. Les solutions, il y a des solutions structurelles. L'État du Sénégal, aujourd'hui, a pris en charge tous les investissements qui devaient avoir lieu ces dernières années. C'est des investissements qui ont été transférés à la Sénélec.
aujourd'hui. On vous a transféré en termes de fonds propres cette année pour refaire Senelec. Parce qu'aujourd'hui, la Senelec, normalement, est une grande entreprise qui devait pouvoir accéder au secteur bancaire, prendre de l'argent, ce que vous ne pouvez pas actuellement. Ce qui est de notre ressort en tant qu'État, c'est d'abord refaire ce bilan. 376 milliards ont été transférés à la Senelec sous forme de fonds propres. Aujourd'hui, vous avez le bilan de la Senelec qui avait un bilan. Quand vous présentez, vous êtes manager, vous allez dans une banque, vous présentez votre bilan. Senelec avait des fonds propres de 91 milliards. Aujourd'hui, pratiquement 400 milliards de fonds propres. Ça, c'est l'État qui a fait. Senelec avait des difficultés pour emprunter de l'argent. Nous sommes en train de structurer avec notre appui pour que la Senelec puisse avoir de l'argent et payer ses dettes. Parce que quand même, vous êtes d'accord, vous êtes agent de Senelec depuis très longtemps. La Senelec n'investit pratiquement dans rien et n'entretenait même pas son matériel. On a dit à plusieurs reprises, le réseau de distribution d'électricité est vétuste. Il est âgé, il n'est pas secouru. La Senelec ne peut pas emprunter au niveau du secteur bancaire. Nous sommes en train de refaire tout ça, mais quand on le refait, de l'autre côté, nous voulons également voir des efforts au niveau de la Senelec. Parce que sinon, ce que vous nous dites, faites tout ça, mais maintenez la subvention. Il faut que ça serve à quelque chose. Parce que même si vous devez aller... il faut que ça serve à quelque chose. Oui, mais sa crainte, c'est que, est-ce qu'on peut continuer à demander à la Senelec d'être performante? On va demander mieux. On va même demander... Parce que nous, notre objectif, c'est de faire dépérir ces subventions. Attention, on ne peut pas quand même faire tous ces investissements pour continuer à faire les mêmes niveaux de subventions. Et qu'est-ce qui risque d'arriver? Une hausse du prix de l'électricité, comme le Fonds monétaire international vous l'a demandé? Non, vous savez, par rapport à ça, on a été très clair. Vraiment, là, je pense que là, il n'y a pas de débat là-dessus. Le débat, une fois qu'il a été posé, d'abord en 2012, ensuite en 2013, la question a été tranchée. Nous avons demandé à la Senelec, pour cette année 2013, de se limiter à sa subvention de 80 milliards. La Senelec a fait ses projections de bilan, ses projections d'exploitation. Donc c'est pourquoi je dis que c'est lui qui devait répondre à la question, parce que je considère qu'il est un agent de Senelec. Cette projection d'exploitation pour 2013, normalement, doit aboutir à une situation équilibrée aux mêmes conditions économiques de 2012. Ça dit que ça, c'est l'engagement que le directeur général a eu à prendre au niveau de l'État. Ça veut dire que quand on a posé le problème, il est venu me dire, avec ses équipes, monsieur le ministre, si l'énergie, si les hydrocarbures que nous achetons pour produire l'électricité coûtent la même chose que 2012, nous nous engageons avec les 80 milliards à équilibrer la Senelec. Mais j'ai dit, je l'accepte. Le premier trimestre, déjà, nous avons des tendances meilleures. Et jusqu'au mois de mai, les tendances sont encore meilleures. Donc, sur les 7 mois restants, si les tendances continuent, je considère que cet objectif peut être atteint. Ok, très brièvement, je sais que l'électricité, c'est très important. Très brièvement, on va terminer sur la fraude dont il a parlé et les risques de déflation aussi. Non, il n'y a pas de risque de déflation. La fraude dont il a parlé, également, je dis, c'est à lui de répondre à la question. Parce que quand même, c'est à la Senelec de trouver des solutions pour qu'il n'y ait pas fraude. Il n'y a pas fraude chez moi. Il y a fraude. Ou s'il y en a, de prendre les fraudeurs. Tout simplement. Ils disent que la Senelec ne peut même pas prendre nos fraudeurs. Il a quand même raison. Il y a des dispositions sur lesquelles nous sommes en train de travailler pour que frauder ne soit plus un acte banal. Voilà. Ça, je peux être d'accord avec lui et ces dispositions que nous allons prendre, là, vous pouvez être rassuré. Maintenant, vous savez, le personnel de la Senelec, ça, c'est une autre paire de manches. Vous voyez, généralement, dans une entreprise, on dit l'habitude, la pyramide des âges. Quand vous regardez la Senelec, c'est l'entonnoir. Quand vous regardez la Senelec, lui-même, il le sait, pratiquement sur plus de la moitié des cadres de la Senelec vont à la retraite pratiquement dans les 10 ans. Donc il y a un renouvellement et la même tendance est observée chez les agents de maîtrise. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même par rapport au fonctionnement, je ne parle même pas, vous pensez à la reconversion, moi je parle même de l'existence aujourd'hui si on ne fait rien. Il faut changer. C'est vrai que la Senelec recrutait des cadres, mais à un moment donné, aujourd'hui, moi j'ai regardé la pyramide, mais c'est inadmissible. On est obligé même d'inverser cette tendance. C'est pourquoi, moi en tout cas, je n'ai pas peur pour ça. Maintenant, on est en train de produire, nous augmentons la production, nous ne la diminuons pas.
vous pouvez peut-être avoir des inquiétudes si nous voulons diminuer la production d'électricité. Nous ne voulons pas la diminuer, nous voulons l'augmenter. Très bien, merci monsieur le ministre. À la limite, même la doubler. L'électricité, c'est extrêmement important, mais je vais changer de décor pour parler des mines et ce sera l'occasion d'accueillir mes confrères Mohamed Gueye du Quotidien et Malick Ndao de Sud Quotidien. Je demanderai aussi au public comme la CNES, mais aussi nos chers étudiants, s'ils ont des questions à poser, ils auront à le faire dans le secteur des mines. Et nous allons commencer par un reportage. C'est un extrait de l'émission Horaire Bi de Bessel Bass ici à TFM. Et c'est un récit de Aminata Mbaresso qui a rencontré 2 orpailleurs venus d'horizons divers et d'horizons même lointains à la recherche de l'or. Suivons ce sujet.